Dimanche et lundi, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Xi Jinping étaient réunis en Chine pour un rendez-vous jugé historique, le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS. Alors, c'est quoi exactement? Qui a participé? Et surtout, qu'est-ce que cela dit sur l'ambition mondiale de Pékin? Salut à tous, c'est Emma, j'espère que vous allez bien. Adam revient mercredi, et en attendant, je prends le relais avec l'équipe pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité, en une dizaine de minutes. Un sommet hors norme en Chine. Petit rappel avant d'entrer dans le vif du sujet. L'OCS est né en 2001, d'abord avec la Chine, la Russie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Ensuite, le cercle s'est agrandi. Inde et Pakistan en 2017, Iran en 2021, et plus récemment la Biélorussie en 2024. Aujourd'hui, l'organisation compte aussi 16 États associés ou observateurs, parmi lesquels on retrouve la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis. Ensemble, ces pays regroupent quasiment une personne sur deux sur Terre, et génèrent environ un quart du PIB mondial chaque année. À ses débuts, l'OCS se présentait comme un simple forum de coopération sécuritaire. Mais elle est désormais vue comme un contrepoids à l'OTAN, l'alliance politico-militaire dominée par Washington. Ce week-end, la ville de Tianjin, au nord de la Chine, a accueilli le 25e sommet de l'OCS. Beaucoup d'analystes y voient l'événement le plus marquant de l'histoire de l'organisation, tant par le nombre de participants que par la tension géopolitique actuelle. Pour l'occasion, Xi Jinping a réuni autour de lui une vingtaine de chefs d'État, le président russe Vladimir Poutine, le président turc Erdogan, le premier ministre indien Narendra Modi, le président iranien, mais aussi le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et au menu des discussions, la lutte contre le terrorisme et les trafics, la sécurisation des frontières, mais aussi les grands dossiers économiques, énergie, routes commerciales, infrastructures. En clair, comment s'unir pour avoir plus de poids à l'international? Ce sommet est majeur, car ce qui se décide ici peut influencer directement nos vies. Le prix de l'énergie, la rapidité avec laquelle les produits arrivent sur nos étals, ou encore les grands équilibres du pouvoir mondial. La guerre en Ukraine au cœur du débat. Sans surprise, Poutine a profité de ce sommet pour défendre son récit. Selon lui, la crise actuelle ne serait pas née de l'invasion russe, mais d'un coup d'État en Ukraine orchestré et soutenu par l'Occident. Comme à son habitude, il a dénoncé les tentatives de l'OTAN d'attirer Kiev dans son giron. La Chine, elle, continue de jouer les équilibristes, partenaire incontournable de Moscou, accusée par l'Union européenne de fournir des équipements à double usage, comme des puces électroniques ou des technologies de drones, mais affichant officiellement une neutralité prudente pour éviter les sanctions occidentales. Pékin, vitrine diplomatique. Pour la Chine, ce sommet est aussi un exercice de communication. Montrer qu'elle est une puissance stable et fiable, une alternative crédible aux capitales occidentales. Xi Jinping a d'ailleurs fustigé la mentalité de guerre froide de l'Occident, appelant les pays présents à l'unité contre les intimidations. L'idée est de donner l'image d'une coalition mondiale Russie, Iran, Chine, mais aussi de nombreux États d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine capables de contrebalancer l'influence des États-Unis. Ce sommet a aussi permis de mettre en lumière des rapprochements inattendus, notamment avec l'Inde. Le Premier ministre indien, en froid avec Pékin depuis plusieurs années, a fait le déplacement pour la première fois depuis 7 ans. Les deux pays, qui s'étaient affrontés en 2020 à leurs frontières communes, semblent se rapprocher, notamment en raison de la guerre commerciale américaine. Pour rappel, les États-Unis ont récemment porté à 50% les droits de douane sur plusieurs produits indiens. En réaction, New Delhi veut s'ouvrir à de nouveaux marchés, dont celui de la Chine. Pékin possède un atout stratégique majeur, 90% des réserves mondiales de terres rares, indispensables pour l'industrie technologique et les batteries. Autre relation que la Chine soigne, celle avec la Corée du Nord. Kim Jong-un sera à Pékin le 3 septembre pour le 80e anniversaire de la victoire chinoise sur le Japon, lors d'un défilé militaire géant. Ce sera la première apparition publique commune de Xi Jinping, Vladimir Poutine et Kim Jong-un, un symbole fort de la nouvelle donne mondiale. Je vous laisse avec Ava pour les autres actualités en bref. Merci Emma. Continuons avec les autres actualités. Politique française. François Bayrou a entamé ce lundi une série de consultations avec les partis politiques, à une semaine du vote de confiance à l'Assemblée nationale. Il reçoit tour à tour les responsables de groupes parlementaires et de partis, sauf ceux de la France insoumise et des écologistes, qui ont refusé d'y participer. Pour rappel,
Le 8 septembre prochain, il prononcera sa déclaration de politique générale devant les députés. Ces derniers devront ensuite voter pour, contre ou s'abstenir. Si Bayrou n'obtient pas la confiance, il sera contraint de démissionner en vertu de l'article 49A1 de la Constitution. Ce week-end encore, il a défendu sa position lors d'interviews, expliquant que l'enjeu du vote n'était pas seulement son avenir personnel mais celui de la stabilité politique en France. Afghanistan. Un violent séisme de magnitude 6 a frappé l'est de l'Afghanistan, faisant au moins 800 morts et plus de 2700 blessés. Les provinces de Kunar et de Nangarhar sont les plus touchées, plusieurs villages ont été littéralement rasés. Le pays, situé sur une zone sismique entre plaques eurasiennes et indiennes, est régulièrement frappé par des tremblements de terre. Mais celui-ci a été particulièrement destructeur, ressenti jusque dans la capitale Kaboul et même à Islamabad, au Pakistan, à près de 370 km. C'est la catastrophe la plus meurtrière depuis 2022 dans le pays, aggravant une crise humanitaire déjà dramatique. Indonésie. Depuis une semaine, l'Indonésie connaît une vague de manifestations violentes qui ont fait au moins 3 morts. Tout est parti d'un rassemblement devant le Parlement pour protester contre de nouveaux avantages financiers accordés aux députés. Les tensions ont explosé jeudi, lorsqu'une fourgonnette des forces spéciales de la police a percuté un jeune conducteur de mototaxi de 21 ans. Les images, largement partagées sur les réseaux sociaux, ont déclenché une immense colère populaire. Résultat, des émeutes dans la capitale Jakarta et jusque sur l'île de Bali. Le président indonésien a dénoncé des actes relevant, selon lui, de la trahison et du terrorisme. Le ministère français des Affaires étrangères appelle d'ailleurs les Français présents sur place à redoubler de vigilance. Yémen. L'ONU a confirmé l'arrestation d'au moins 11 de ses employés par les rebelles houthis. Ces derniers, en guerre contre le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite depuis 2014, affirment avoir démantelé un réseau d'espionnage américano-israélien déguisé en ONG humanitaire. L'ONU rejette fermement ces accusations et dénonce des détentions arbitraires. Le secrétaire général Antonio Guterres a condamné ces arrestations, survenues quelques jours seulement après la mort d'un haut responsable du gouvernement houthi. Europe. Dimanche, l'avion transportant la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a été victime d'un brouillage GPS lors de son arrivée en Bulgarie. Les instruments de navigation de la zone ont été désactivés, forçant le pilote à atterrir à l'ancienne, avec carte et repères visuels. Les autorités bulgares rapportent une forte hausse des cas de brouillage GPS et même d'usurpation d'identité de signaux. La Russie est soupçonnée d'être derrière cet incident, mais aucune preuve formelle n'a pour l'instant été apportée. Corse. Enfin, en France, la Corse va expérimenter un cours de sensibilisation contre les dérives mafieuses, une première dans l'Hexagone. Les élèves de 4e auront 16 heures de cours par an, dispensés par leurs professeurs d'histoire géo ou d'éducation civique, afin de mieux comprendre les risques liés au crime organisé et de limiter son influence sur la jeunesse. Ces enseignements devraient être étendus ensuite à d'autres niveaux, 3e, lycée. Ce projet découle d'un rapport de l'Assemblée de Corse intitulé Lutte contre les dérives mafieuses, 30 mesures pour une société corse libre, apaisée et démocratique. Il faut dire que l'île détient un triste record, le plus grand nombre d'homicides en France rapportés à sa population. En 2024, on y a recensé 18 meurtres et 16 tentatives pour seulement 355 000 habitants. Voilà pour le tour complet de l'actualité. Merci à Ava pour les brèves, et merci à vous d'avoir suivi ce format. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à très bientôt.